Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Elle s'appelait Yvette, il s'appelait Bernard. On pourrait chanter sur un air de valse tranquille les amours des deux personnages dont il va être question aujourd'hui. Il s'appelait Bernard, elle s'appelait Yvette. Et cela n'aurait pu être qu'une liaison, un adultère de plus, au firmament abondamment étoilé des amours extra-conjugaux. Bernard était marié à Ginette, et Yvette avait épousé René. Si l'on avait interverti les partenaires, si Bernard et Yvette avaient été unis, René aurait peut-être rencontré Ginette. Cela aurait fait aussi deux ménages, mais il y aurait peut-être aujourd'hui deux cadavres de moins sur la terre et deux prisonniers de moins derrière les barreaux. Cela aurait fait un sujet de conversation de moins également à Bourganeuf, dans la Creuse. Car la liaison tumultueuse de Bernard et d'Yvette se termina par deux cadavres et un retentissant procès devant les assises de Limoges. Un procès dont vous vous souvenez peut-être, puisqu'il se déroula en juin 1972. Cela ne vous dit rien? Alors peut-être avez-vous vu un film intitulé Les Noces rouges, avec Michel Piccoli et Stéphane Audran? Eh bien, chers amis, Michel Piccoli était Bernard et Stéphane Audran Yvette. Car ces Noces rouges, c'est l'histoire, embellie par le talent de Claude Chabrol, des amants de Bourganeuf. Aujourd'hui, Grégory Franck nous en propose le récit véritable. Voici donc, sans les feux de la rampe, une passion de Bourganeuf, un nouveau dossier extraordinaire. La voiture, une Ford Taunus, avait basculé par l'avant dans le fossé. Elle était tournée vers le ruisseau. Elle avait tous ses feux allumés. Monsieur Grandot, chauffeur routier, arrêta brutalement son véhicule et se précipita. C'est alors qu'il aperçut une femme gisant à 10 mètres de là. Monsieur Grandot courut vers la femme. Dès qu'il fut près d'elle, il put voir qu'elle avait du sang sur le front. Il se pencha, et la femme s'accrocha à lui en hurlant « J'ai peur, ne me laissez pas !» Jugeant instantanément que l'état de la femme n'était pas désespéré, le sauveteur se dégage, bien qu'elle essaie de le retenir farouchement, et retourne vers la voiture accidentée. Par la vitre, il aperçoit la silhouette d'un homme affaissé sur le siège avant, mais son attention est tout de suite attirée par de la fumée qui sort de sous la voiture. Monsieur Grandot éteint donc ce commencement d'incendie, ou du moins le croit-il, car au moment où il essaie vainement d'ouvrir la portière pour dégager l'homme à l'intérieur, une gerbe de flammes jaillit et la voiture tout entière s'embrase. C'est alors qu'arrive sur les lieux un second témoin, monsieur Rivière. Il s'approche lui aussi prudemment et voit le pare-brise éclater. Au milieu de la fumée plus épaisse et des flammes, les deux hommes constatent avec horreur qu'un bras humain est passé dans le pare-brise et repose sur le capot. Courageusement, M. Rivière tente de tirer ce bras à lui, mais il doit se reculer précipitamment car la chaleur est devenue soudain intenable. C'est trop tard. Pendant que la voiture se consume, on alerte la gendarmerie. Dès qu'elle est sur place, elle commence les constatations d'usage et cherche sur la chaussée des traces de dérapage. Rien de ce genre ne peut être relevé. Cependant, les gendarmes ne s'en étonnent pas trop puisqu'il a plu à torrent et que la voiture a pu faire une glissade vers le fossé sans laisser apparemment de gomme sur la chaussée. On a emporté vers l'hôpital la malheureuse femme qui vient de perdre son mari dans cet accident et qui, par miracle, a été éjectée, échappant ainsi d'abord à un choc fatal, ensuite au terrible incendie qui ne lui aurait laissé aucune chance. Quand ils furent certains qu'elle était à peu près remise du choc, les gendarmes se rendirent au chevet de la rescapée et parvinrent à recueillir sa déposition entre deux sanglots. On lui présenta des condoléances et l'on classa l'affaire. Mais
L'opinion publique, elle, ne classe à rien du tout. C'est que les Bourgagneaux avaient leur opinion et flairaient là-dessous quelque chose de pas très catholique. Ils voyaient même, dans la disparition de cet homme dans un accident de la route, un de ceux que l'on appelle accidents stupides, ils voyaient, les habitants de Bourganeuf, une coïncidence un peu curieuse. Mais pour comprendre, il faut que vous connaissiez l'affaire depuis le début, c'est-à-dire non pas en l'apprenant ponctuellement au moment de cet accident comme les gendarmes, lors de leur rapide enquête. Non, chers amis, pour savoir ce que pouvait penser l'opinion publique de Bourganeuf, il vous faut prendre l'affaire quelques années auparavant, ainsi qu'ont pu la connaître et la commenter ceux qui l'ont vu se dérouler. Et ils sont nombreux, ceux-là. Et ils en ont à dire, car il n'est pas grand-chose de la vie privée des gens qui ne transparaissent un jour ou l'autre dans une ville comme Bourganeuf. Il existe, semble-t-il, issu de je ne sais quelle tradition, de je ne sais quel savoir-vivre, une norme pour toutes les choses de la vie. Il y a une manière de se tenir quand on sort, une manière de s'habiller, une manière de parler ou de ne pas parler à telle ou telle occasion, et dans nombre de villes repliées sur elles-mêmes, où l'on passe son temps à s'observer, le moindre manquement à cette norme, la moindre variation entre l'attitude que vous avez et celle que vous devriez avoir, tout cela donne instantanément lieu à une interprétation. Et le plus fort, c'est qu'avec un peu d'habitude, les observateurs finissent par se tromper assez rarement. À Bourganeuf, on connaissait Yvette, fille de cultivateur, quatrième d'une famille de 5 enfants. Yvette avait aidé ses parents à exploiter leur petite ferme, et elle était restée au milieu des champs jusqu'au-delà de ses 20 ans. Mais une petite exploitation avec très peu de terre, cela ne rend pas, c'est trop dur à tenir pour vous permettre de vivre à peine. La famille d'Yvette vient en ville, et la ville, c'est Bourganeuf. Là, les emplois ne sont pas abondants pour une fille qui n'a pas de diplôme, pas de spécialité, aucune formation, que le travail des champs. Yvette trouve une place au collège d'enseignement technique, elle devient aide cuisinière. Mais au milieu des gros fétous et de la vaisselle épaisse de la cantine, Yvette rêvait. Elle avait ce qu'il est convenu d'appeler une nature ardente. Elle n'était pas particulièrement jolie. Un journaliste la décrivit plus tard comme ressemblant au portrait que l'on a de François Ier par le peintre Clouet. C'est le même nez long et fort, descendant sur la lèvre supérieure, il lui manque cette pointe de malice dans l'œil et la sensualité de la bouche. Cependant, si cette sensualité ne transparaît pas, elle est bien présente et vécue ardemment par Yvette, qui a de nombreuses liaisons, dont une, dit-on, avec un haut fonctionnaire. De l'une de ces aventures naquit un fils qu'Yvette commença à élever seule. Et je vous prie de croire que ce n'est pas toujours facile d'être fille-mère dans une ville de province. René, lui, s'était marié une première fois, il s'était sorti tant bien que mal de ce divorce, et depuis, comme le disait l'un de ses proches, il refaisait le garçon. René était connu partout comme un excellent garçon, le meilleur garçon du monde même. Il est rare de recueillir sur un homme autant de témoignages de bonté que sur celui-là. Fils de plombier, René avait choisi de lui-même le travail de la mine pour ne pas être à la charge de ses parents et être un peu indépendant. Il aurait bien pu prendre à son tour une boutique, ouvrir un commerce et vivre plutôt bien, mais une boutique sans une femme pour l'aider, lui tenir compagnie après les longues journées, à quoi cela servirait-il ? Et puis, disons-le tout net, René était peut-être un homme bon, mais il était un peu mou et manquait considérablement d'esprit d'entreprise. Alors, il travaillait, et puis il sortait, il faisait le garçon. Et c'est au bal, un soir, qu'il rencontra Yvette. Elle était, comme je vous l'ai dit, fille-mère, et pas particulièrement jolie. Mais René voulait une épouse, et Yvette, possédée, à ce que l'on dit, de ces qualités cachées qui font qu'un homme puisse désirer l'avoir pour lui tout seul. C'est ce qui arriva, et il épousa Yvette en 1956. Il était bien loin de se douter, René, qu'il finirait, une nuit de pluie torrentielle, dans une voiture en flammes, au fond d'un fossé. Qu'il finirait ainsi parce qu'il était trop gentil, trop bon, qu'il aimait trop cette femme qu'il venait de faire sienne. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. René avait donc épousé Yvette en 1956.
Et il trouvait sa femme tout simplement merveilleuse. Il rayonnait de bonheur et partout faisait l'éloge de son épouse. Mais Yvette, très vite, ne partagea pas ce bonheur. Elle rêvait toujours, elle voulait mieux, et ne se faisait décidément pas d'amis autour d'elle. Et pourtant, vous savez peut-être, chers amis, comme il est important d'entretenir de bonnes relations avec tout l'entourage, dans les villes petites ou moyennes, où tout se fait et s'accomplit entre gens qui se connaissent. Elle avait en revanche de l'énergie, de l'ambition et un grand sens de l'organisation. On peut donc dire que René, avec sa gentillesse, toujours prêt à rendre un service ici ou là, et Yvette, âpre au gain, eh bien tous deux se complétèrent fort bien. La preuve, c'est que la boutique de quincaillerie et d'électroménager une fois prise, elle prospéra très vite. L'argent afflua dans la caisse et le ménage eut bientôt une vie aisée avec une bonne, une télé, 3 voitures. Mais René, s'il était aux petits soins pour sa femme, ne sortait jamais, il ne chassait pas, il n'aimait pas la pêche, il ne pratiquait aucun sport. Ah si, il n'avait qu'une seule passion. Il allait aux champignons et aux pissenlits. Et il était tout content d'y emmener sa femme. Mais ces saines distractions n'étaient pas tout à fait du goût de l'épouse, qui rêvait aux lumières d'Aubusson, de Guéret, de Limoges, et un rêve n'a pas de limite, pourquoi pas aux lumières des grands magasins de Paris. Cet univers brillant et doré surgit un jour, oui, il surgit un jour dans sa vie, avec le visage de Bernard. Agent commercial de l'EDF à Montluçon, Bernard ne venait pas voir Yvette, mais René, avec qui il était en relation d'affaires. Bernard était bien habillé, Bernard mettait de l'eau de toilette, portait des lunettes légèrement teintées, avec ses costumes genre Cardin, sa sacoche noire simili-cuir, Bernard était un monsieur. La province, il y était par hasard, et il le faisait bien sentir. Bernard avait des succès, mal appréciés des maris de la région. Il aimait l'argent aussi. Quelques-uns osaient rappeler une histoire plus ou moins bien connue de camions brûlés et d'assurances touchées un peu hâtivement, mais rien de certain dans tout cela. Bernard avait épousé Ginette en 1953, et Ginette lui avait donné un enfant. Bernard connaissait donc René, et il connut sa femme, Yvette, et un jour, elle se donna à lui lors d'un voyage à Limoges. Bernard et Yvette se rencontrèrent de plus en plus souvent. D'abord, ils venaient tous les 15 jours, nous dit un employé de la boutique. Puis, on l'a vu au magasin 1 fois par semaine, puis 2 fois. Et après, eh bien, cela n'avait plus de cesse. Il était là tous les soirs. Et c'est là que René, le mari trompé, fit une faute, une très grande faute. Une de celles qui devait lui coûter la vie. Il savait. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Mais il était trop bon, il était trop mou. Peut-être aimait-il trop sa femme. Peut-être se disait-il, si je lui en fais le reproche, si je lui demande d'arrêter, elle va me quitter. Elle voudra divorcer. Alors René ne dit rien. Il continua à recevoir Bernard comme un ami. Il accepta que son couvert fût mis à la table tous les jours. Et une sorte de ménage à 3 s'institua chez le tranquille boutiquier du tranquille chef-lieu de Bourganoff. Les gens du bourg commencèrent à rire, mais René était trop apprécié pour sa gentillesse, et la ville commença à grogner sourdement, à reprocher plus ou moins ouvertement à Yvette cet état de choses scandaleux. Quant à Bernard, l'autre, comme on disait, il n'avait jamais eu d'amis dans les environs, et ce n'est pas cela, bien sûr, qui lui en procura. L'aveuglement volontaire de René, ce poids qu'il acceptait de porter dans la vie en attendant que peut-être, un jour, Yvette se lasse de son amant, tout cela ne servit à pas grand-chose. René continuait à promener sa gentillesse en bleu de travail, un mégot au coin des lèvres, pas souvent rasé, et quand on travaille, on sent un peu la sueur. Bernard portait toujours ses costumes de Parisien, ses lunettes fumées, il avait les joues lisses, qui sentaient l'aftershave. René, une fois revenu de ses longues journées laborieuses, dînait en silence, se couchait et s'endormait en respirant fort. Bernard pouvait se libérer l'après-midi, emmener Yvette en voiture dans les bois environnants, et lui n'avait aucun goût pour la recherche des champignons et des pissenlits. Bernard était un amant passionné, Yvette, une femme insatiable. Bernard connaissait un médecin qui lui avait fait une ordonnance pour des produits à base d'hormones dont il abusait peut-être un peu, et entre Bernard et Yvette, c'était une sorte de délire physique. Alors Yvette continuait à faire des comparaisons entre les deux hommes de sa vie. Et dans sa tête,
tournait sans arrêt un mot. Divorce. Divorcer, c'était partir. Quitter Bourganeuf en même temps que René, aller vers les Lumières, la grande ville. Bernard, lui, pensait à autre chose, à ce que l'on murmurait en ville. Sa maîtresse était mariée en communauté de biens et toucherait la moitié du fonds de commerce en cas de séparation. Ils prirent conseil, et l'avocat ne leur cacha pas que leurs 2 divorces entraîneraient une procédure longue, pénible, coûteuse, car apparemment, le mari de l'une et la femme de l'autre n'avaient pas grand-chose à se reprocher. C'est probablement à cette époque que Bernard commença à songer à une autre solution. D'autant plus que sa maîtresse lui avait révélé que René avait souscrit une assurance sur la vie assez importante. Une assurance qui triplait si la mort survenait par accident. Et dans ce cas, ce serait aussi la totalité du commerce qui reviendrait à la jeune femme. Alors vint le 24 décembre 1969. Ce soir-là, les 2 familles s'étaient pour une fois reconstituées. D'un côté, il y avait René avec Yvette, et de l'autre, Bernard avec Ginette. Ginette avait l'humeur maussade, car elle avait été la dernière à apprendre, et très récemment, la liaison de son mari. Une humeur rendue encore plus chagrine par une forte grippe qui lui faisait les jambes un peu molles et la tête lourde. Elle commença à préparer le sapin de Noël pour la petite, et puis l'on se disputa. Bernard tremblait de rage, mais il prépara quand même l'un des nombreux médicaments que prenait sa femme, qui souffrait toujours d'un peu partout, de petits malaises sans importance, mais qui rendent la vie impossible. Ce médicament-là, c'était pour la vésicule. Mais Bernard y ajouta un puissant somnifère, et Ginette ne tarda pas à vaciller et à tituber vers son lit, où elle s'endormit profondément. Alors là, imaginez, chers amis, cette chambre à coucher, des meubles en bois de rose, une chambre bien provinciale, bien bourgeoise. Ginette s'est endormie bien avant l'heure du réveillon de Noël, et de ce sommeil, elle ne se réveillera jamais. Car voici que Bernard, ayant couché leur petite fille, entre dans la chambre et contemple sa femme endormie. Il tient à la main un flacon et du coton. Dans le flacon, il y a de l'éther. Bernard verse l'éther sur le coton, il en confectionne 2 tampons qu'il glisse dans les narines de son épouse. C'est du moins ce qu'en ont conclu bien plus tard les enquêteurs quand Bernard a prétendu à l'instruction que c'était sur l'oreiller qu'il avait versé le liquide. Il a dit aussi que ce n'était pas dans l'intention de tuer son épouse, mais de prolonger son sommeil. Toujours est-il que la malheureuse glissa, sans reprendre conscience, du sommeil à la mort. La grippe, les barbituriques et l'éther avaient fait leur œuvre. Bernard appela un médecin qu'il ne connaissait pas. Après une rapide enquête que le médecin demanda discrètement, on en conclut, chose incroyable, que rien ne s'opposait à la délivrance du permis d'inhumer. Les obsèques eurent lieu, et le surlendemain, on voyait de nouveau Bernard avec Yvette. Pour le réveillon du 31 décembre, René les vit arriver main dans la main, et pour la première fois, la colère éclata. Il s'arma d'une barre de fer, mais c'est sur la voiture de Bernard qu'il frappa. La colère d'un homme faible qui se venge sur un objet. Les 2 amants le calmèrent, on passa quand même le réveillon ensemble, et la vie continua tant bien que mal. Triste début pour l'année 1970. Mais dans la tête de Bernard tournaient toujours les 27 millions d'assurances sur la vie, et le prix que l'on peut tirer d'un commerce florissant en plein centre de Bourganeuf. Yvette et son mari passent la journée du 23 février à Brive et reviennent à la nuit. C'est Yvette qui conduit la Tonus, comme à son habitude, et par hasard, enfin quand je dis par hasard je me comprends, un seul des 2 phares éclaire la route. Il pleut. Près d'un pont, une silhouette fait un signe. Yvette interroge René d'un mouvement de la tête. Yvette sait que René s'arrête toujours pour prendre les autostoppeurs et les aider à faire un bout de chemin. René est un homme bon. Il dit à sa femme de s'arrêter,
Elle freine, dépassant de quelques mètres l'homme au bord de la route. La silhouette est engoncée dans un imperméable, la face mangée par une grosse barbe. Que fait ce barbu sous la pluie, près d'un pont, la nuit, sur la route de Brive? L'homme s'approche à grands pas de la voiture et René, qui occupe la place du passager, la place du mort, René ouvre la portière et sort, car la voiture n'a que 2 portes et il faut basculer le siège pour donner accès aux places arrière. Et alors il réalise. Cet homme, ce barbu, mais c'est trop tard. Bernard lève une énorme clé à tube en métal et frappe. Il frappe à la tête. Et frappe encore. René s'écroule dans l'herbe mouillée. Bernard sort un revolver et décharge son arme sur le corps de sa victime. Que fait Yvette pendant ce temps? Personne ne le sait exactement, mais je l'imagine assistant à la scène avec quand même le cœur au bord des lèvres, poussant peut-être un cri, ou essayant de retenir le bras de son amant au dernier moment. Mais quand René, le crâne fracassé, le corps transpercé de balles, est immobile dans l'herbe, peut-être, oui peut-être aide-t-elle à le transporter sur le siège avant et à pousser la voiture dans le fossé. Bernard s'empare alors d'un bidon d'essence qui, coïncidence, traînait sous la banquette, et il arrose la voiture et aussi l'herbe et la terre tout autour. Soudain, un bruit, 2 phares puissants, un camion. « Vite, allonge-toi » crie Bernard. Yvette, qui a du sang sur le front, celui de son mari ou le sien à la suite d'un coup pris dans la lutte, Yvette se laisse tomber à 10 mètres de la voiture au bord du fossé. Elle dira qu'elle a été éjectée. Alors arrive le camionneur qui remarque la fumée sous la voiture, peut-être les herbes au contact du pot d'échappement. Le sauveteur manie l'extincteur, puis retourne vers Yvette. Alors Bernard, caché derrière un buisson, jette son briquet sur l'essence répandue et se sauve vers sa propre voiture, cachée dans un chemin. Voilà. Voilà l'affaire, chers amis. Comment la connut-on en détail, me direz-vous, puisque les gendarmes classèrent ce banal accident de la route après une rapide déposition d'Yvette? Eh bien, c'est que, quelques jours plus tard, le procureur de Limoges reçut une lettre commençant ainsi. « Monsieur, je suis le fils de monsieur René B. qui a péri carbonisé dans un accident de voiture lundi 23 février à 21h30 au lieu-dit Saint-Bonnet-Briance. Les causes de cet accident et surtout de l'incendie me paraissant inexplicables, pourriez-vous, monsieur le procureur, faire procéder à une enquête, etc., etc. » La lettre était signée de Gérald, le propre fils de René et d'Yvette. On autopsie René, on relève les fractures du crâne, les coups de revolver, on détermine aussi par sa gorge et ses poumons noircis qu'il respirait encore pendant l'incendie. De fil en aiguille, on exhuma Ginette, la femme de Bernard, curieusement morte d'une mauvaise grippe. Elle avait été ensevelie dans la belle robe de chambre neuve offerte par son époux le soir de Noël, le soir de sa mort, et aussi dans un sphère de matière plastique à fermeture éclair. Il paraît que ça se fait. À l'ouverture de ce sac mortuaire, une telle odeur d'éther se dégagea qu'il fut difficile de continuer à douter. La cour d'assises de Limoges condamna Yvette à 10 ans de réclusion criminelle. Bernard fut condamné à mort. Mais à la dernière minute, un juré se leva en déclamant intempestivement qu'il n'était pas d'accord avec la thèse du pot d'échappement mettant le feu aux herbes mouillées. On dut remplacer le juré, vice de forme dans le procès, Bernard se pourvut en cassation. Et les assises de Bordeaux lui reconnurent cette fois les circonstances atténuantes. Réclusion criminelle à perpétuité.